Finalement, non. Après avoir annoncé sa démission ce matin sur LinkedIn, Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, a rétropédalé. Elle a pris le temps d'échanger avec le Premier ministre d'une part, et puis ensuite avec le président de la République. Le président de la République a refusé sa démission. En cause, l'adoption de la loi d'urgence agricole hier, et plus précisément une disposition en particulier, celle qui ouvre la voie à la réintroduction de 2 insecticides jugés dangereux par les défenseurs de l'environnement, l'acétamipride et le flupyradifurone. C'est un texte totalement obscurantiste qui vient d'être adopté, contre l'avis de plus de 2 millions de Français qui l'année dernière avaient signé une pétition, contre l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins. Utilisés habituellement dans les cultures de noisettes, betteraves, cerises ou encore pommes, ces insecticides sont pointés du doigt par des études scientifiques pour leur nocivité sur les abeilles et l'environnement. Certains agriculteurs estiment ces risques exagérés et crient à la concurrence déloyale, ces insecticides étant autorisés ailleurs dans l'Union européenne. Inquiétude pour la santé d'un côté, impératif de rendement de l'autre. Pour tenter de calmer le jeu, la ministre de l'Agriculture convoque un arbitre, l'agence sanitaire ANSES. Dans ce texte de loi, qu'est-ce qui est dit? C'est qu'il appartient non pas aux politiques de dire ce qu'on autorise ou ce qu'on n'autorise pas comme produits phytosanitaires, c'est à la science de le dire, et uniquement par dérogation pour un temps limité et pour une seule filière, la filière noisette, qui correspond à 0,02% du parcellaire agricole. L'ANSES disposera de 2 mois pour statuer. Est-ce bien suffisant? Alors que cette agence est placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, son rapport peut-il être considéré comme totalement objectif? Les intérêts de l'agro-industrie l'ont-ils emporté sur le principe de précaution sanitaire? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons François Vallerette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agriculteur, secrétaire général de la coordination rurale, 2e syndicat agricole de France. Vous êtes également membre du CESE. Selon vous, l'usage de ces pesticides est très encadré par la loi sur des cultures ciblées. La France est déjà, vous le dites, une très bonne élève, voire trop bonne élève, au point de s'interdire des produits autorisés partout ailleurs en Europe. À vos côtés, Tatiana Giraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écologue, membre de l'Académie des sciences. Votre livre, La biodiversité en infographie, l'urgence du vivant, comprendre pour agir, est paru aux éditions Tana. Selon vous, les insecticides prévus par la loi menacent insectes et pollinisateurs, sans lesquels on ne peut pas avoir une agriculture viable. Le risque humain, dites-vous, est quant à lui suffisamment préoccupant pour justifier l'application du principe de précaution. Et puis Aurélie Catalot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du programme Agriculture et Alimentation France à l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Selon vous, une forme de quoi qu'il en coûte politique a prévalu dans l'adoption de cette loi. Les intérêts de la filière agricole concernée ont été jugés prioritaires en dépit, dites-vous, de l'opinion publique. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène. Alors là, aujourd'hui, donc, c'est le mot, on va dire, en 15 lettres du jour. Un mot un peu barbare, je vous l'accorde, le flupyradifurone, c'est l'autre insecticide introduit dans cette loi d'urgence agricole. Il est interdit en France depuis 6 ans, depuis 2020, autorisé dans tout le reste de l'Union européenne jusqu'en 2029. François Vallerette, qu'est-ce qu'il protège? Quel type de cultures sont protégées avec ce pesticide? En France, en tout cas, ce qui est prévu dans la loi d'urgence, c'est que ce flupyradifurone, comme vous le dites, peut être utilisé pour les betteraves, pour les cerises et pour les pommes. On est très loin d'autres pays comme l'Allemagne qui l'autorisent sur plus de 25 espèces différentes. Donc là, c'est une utilisation vraiment très ciblée sur ces 3 cultures uniquement. Alors, Tatiana Giraud, alors ce n'est pas un néonicotinoïde, mais alors un buténolide. Alors en quoi justement est-il dangereux pour l'environnement ? Donc c'est quand même une forme de néonicotinoïde qui va attaquer le système nerveux des insectes. Donc c'est une molécule qui est faite pour tuer les insectes, pour les affecter. C'est pour ça qu'il est répandu sur les cultures quand il y a des maladies. Donc ça va surstimuler le cerveau des insectes jusqu'à parfois les paralyser. Donc que ce soit les abeilles domestiques, les insectes sauvages, les abeilles sauvages. Donc ça tue les insectes globalement, et y compris les pollinisateurs, y compris plein d'insectes dont on dépend absolument pour l'agriculture et pour plein d'autres choses. Et également sur l'eau, les nappes phréatiques ?
C'est ça. Donc ces insecticides, souvent ils sont enrobés sur des graines et donc ils vont être lessivés par les pluies, ils vont être répandus dans les nappes phréatiques, dans les sols. Donc ils vont affecter les micro-organismes du sol, les vers de terre. Ils vont être mangés par des petits mammifères, elles vont être mangées par des oiseaux. Donc elles affectent globalement le vivant et ça c'est un effet qui a été démontré, qui est très toxique globalement pour la biodiversité. Aurélie Catalo, on a vu l'Europe qui elle autorise ce flupyradifurone jusqu'en 2029, 2033 même pour l'autre insecticide d'acétamipride. Ça veut dire quoi, que la France, on est le trop bon élève, comme disait François Vallerette à l'instant? Ça veut dire qu'on a effectivement un sujet de distorsion de concurrence. Et c'est là que se trouve, à mon avis, le vrai débat. On a du côté de l'environnement et éventuellement de la santé publique un corpus scientifique qui est relativement abondant pour dire attention, on a de bonnes raisons d'être très préoccupés. En revanche, on a un sujet économique et politique qui est de savoir dans quelle situation l'interdiction de ces substances en France place les producteurs de betteraves, de pommes, de cerises, de noisettes par rapport à leurs principaux concurrents européens et quels sont les dispositifs qu'on met en place pour compenser ou les réorienter la situation de distorsion de concurrence dans laquelle ils sont. Mais donc c'est un débat de nature économique et politique. Il ne faut pas rentrer dans un débat sanitaire ou environnemental. Globalement, on a largement assez de preuves pour savoir que le sens de l'histoire, c'est un sens de diminution des pesticides et pas un sens de réorientation des substances, réautorisation des substances. Ça va, vous dire. Oui, je voulais réagir effectivement sur le flupyradifurone, effectivement, dont la possibilité de réutiliser est là. C'est là que l'ANSES quand même intervient. L'agence sanitaire. Voilà, parce qu'il n'est pas question de l'utiliser n'importe comment. Effectivement, il y a des risques pour l'environnement et c'est là que les scientifiques sont là pour mesurer les effets positifs, négatifs et de mettre des limites à l'utilisation. Effectivement, le flupyradifurone, on partirait plutôt sur un enrobage de semences qui évite une dispersion dans l'atmosphère pour ne pas que les pollinisateurs puissent être touchés, sur des dates d'utilisation également. Si ça devait être pulvérisé, ce serait probablement soumis à l'arrêté abeille, donc interdiction une fois que le soleil se lève, ou pour ne pas que les pollinisateurs soient sortis au moment où le produit est utilisé. Tout ça, c'est extrêmement important dans la façon dont c'est utilisé et dans les restrictions d'usage qui sont là pour la protection effectivement de l'environnement. C'est pas une autorisation pour n'importe quel usage, n'importe comment. Tatiana Giraud, je voyais réagir. L'enrobage des semences, c'est pas mieux que la pulvérisation, voire ça peut être pire, parce que ça veut dire que les graines sont enrobées systématiquement. Ça veut dire qu'on répand tout le temps, partout, des molécules toxiques dans nos sols qui vont se répandre dans l'eau, qui vont être mangées par les petits animaux. Donc c'est vraiment pas mieux. Ensuite, le fait qu'on dise que l'ANSES va évaluer ces pesticides, vous savez que l'État a été condamné l'année dernière, justement, en justice, parce que tous les tests d'homologation, y compris ce qui est accepté par l'ANSES, ne respectent pas les consensus scientifiques, notamment n'évaluent pas la toxicité chronique, la toxicité par les neurotoxiques, n'évaluent pas la toxicité sur les abeilles sauvages, mais que sur l'abeille domestique. Donc les tests qui vont être faits ne mesurent pas la vraie toxicité dans la nature. Alors en termes de toxicité, on va voir ça aussi avec vous, Fanny, puisque les opposants à ces pesticides, eux là, ils pointent les effets sur la santé humaine. Oui, en l'occurrence sur l'acétamipride, il existe de nombreuses études. Alors certaines menées sur des abeilles ou des souris ont montré que l'acétamipride faisait chuter le taux de testostérone. Autrement dit, c'est un perturbateur endocrinien. Plus inquiétant encore, des scientifiques chinois, suisses ou encore japonais ont retrouvé cet insecticide dans le liquide céphalorachidien, celui dans lequel baigne notre cerveau et notre moelle épinière, à la fois chez des enfants et chez des adultes. Le problème, d'après ces scientifiques, c'est que l'acétamipride peut altérer la structure de certaines parties de notre cerveau et donc provoquer des troubles moteurs ou autistiques. Elle pourrait aussi déclencher du diabète gestationnel chez la femme enceinte, des maladies cardiovasculaires, voire des cancers du foie. L'Europe ne dit pas le contraire, elle ne nie pas les risques. L'EFSA, l'autorité européenne de sécurité alimentaire, l'a dit à 2 reprises, déjà en 2013 et 2016, dans 2 avis. Mais il n'existe pas de consensus scientifique total sur la question. Dans un nouvel avis, cette fois il y a 2 ans, l'EFSA pointait d'ailleurs, je la cite, des incertitudes majeures quant aux effets sur la santé humaine. Et elle avait d'ailleurs recommandé à l'époque d'abaisser les seuils autorisés d'acétamipride sans pour autant réclamer d'interdiction pure et simple. Quant au flupyradifurone, eh bien les études sont moins nombreuses, mais d'après les chercheurs, ces effets seraient les mêmes que l'acétamipride, même si la composition est un petit peu différente. Est-ce que réintroduire, Aurélie Catalo, ces insecticides, ces pesticides dans l'agriculture
même en encadrant avec l'ANSES, on en parlait, est-ce que c'est tous nous mettre en danger ? A priori, il n'y a pas un danger imminent parce qu'on va manger une noisette ou parce qu'on va manger du sucre issu d'une betterave qui a été contaminé avec ces produits-là. En fait, globalement, les effets pour la santé des pesticides en général, ce sont plutôt des effets qu'il faut observer à l'aune du cumul de substances, donc c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Et puis, c'est des effets qui s'accumulent dans le temps. Donc, il ne faut pas paniquer à la consommation d'un produit, il faut plutôt réfléchir au signal qu'on envoie aux consommateurs. Ce qu'on dit aux Français, c'est les agriculteurs français ont besoin d'être soutenus, on vous invite à consommer français. Et pour ça, souvent, c'est un petit peu plus cher de payer français, en tout cas sur une partie des produits, typiquement les fruits, c'est le cas. Eh bien, sur quoi on veut générer le consentement à payer du consommateur français ? Si on lui dit finalement il n'y aura pas de caractère mieux-disant d'un point de vue sanitaire ou environnemental de la pomme française par rapport par exemple à la pomme polonaise, de la cerise française par rapport à la cerise espagnole, sur quoi voulons-nous que le consommateur français ait envie de dépenser un peu plus cher pour acheter ces produits français ? C'est vraiment ça le sujet, me semble-t-il. François Valeret, justement, sur ces pesticides, et là, justement, cette réintroduction possible grâce à cette loi, est-ce que aujourd'hui, finalement, à travers ce sujet, c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'on aborde également un problème de souveraineté alimentaire ? Ça veut dire, en gros, est-ce que sans ces pesticides, est-ce qu'on peut préserver, vous, par exemple, sur les betteraves, le fait qu'on soit le plus gros pays producteur de betteraves en Europe et le deuxième au monde ? C'est compliqué, on l'a bien vu à la première interdiction des néonicotinoïdes, on a eu une crise sur la jaunisse naissante des betteraves qui a occasionné une baisse de production extrêmement importante, et c'est suite à cette crise de la jaunisse que Julien Denormandie avait, l'ancien ministre de l'Agriculture, avait réintroduit et réautorisé temporairement ces néonicotinoïdes parce que clairement il n'y avait pas de solution alternative pour pouvoir lutter contre ça. Donc si on ne se donne pas les moyens d'avoir une production suffisante, effectivement, pour notre souveraineté alimentaire, pour notre souveraineté générale, l'alimentation et l'agriculture, un certain nombre de pays ont quand même compris que c'était une arme diplomatique importante dans le monde. Et si on veut pouvoir nous aussi bénéficier de cette arme-là, il faut se donner les moyens pour produire suffisamment, pour se nourrir, pour nourrir la France, l'Europe, mais aussi pour être fort diplomatiquement dans le monde. Oui. Tatiana Giraud, l'acétamipride, on l'a vu, elle va être introduite sous conditions limitées aux exploitations de noisettes. C'est 350 exploitants en France, c'est moins de 8000 hectares. Est-ce que vraiment c'est si grave ? Oui, c'est grave pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un peu le pied dans la porte pour faire sûrement davantage après. C'est aussi sur les betteraves qui sont sur des grandes surfaces. C'est sur le principe même de précaution. Vous dites il n'y a pas de consensus, mais ça veut bien dire qu'il y a des études qui montrent que c'est toxique. C'est toxique. On le retrouve dans le cerveau des fœtus. On le retrouve. Ça a des conséquences sanitaires très probables. Et donc, le principe de précaution devrait s'appliquer. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a dit, le Conseil d'État. Il y a 120 sociétés savantes qui se sont positionnées pour dire qu'il ne fallait pas les autoriser. Le Conseil de l'ordre des médecins s'est positionné pour dire qu'il ne fallait pas les autoriser. Donc, globalement, il y a consensus parmi les scientifiques, parmi les médecins, pour dire qu'il ne faut pas les réautoriser pour la santé humaine. Et donc, vous disiez qu'il n'y a pas d'autre solution pour produire des betteraves, mais l'INRAE montre qu'en combinant différentes solutions, des résistances génétiques, des auxiliaires de culture, on peut arriver globalement à réduire les maladies. Et puis, effectivement, après, c'est un choix. Est-ce qu'on préfère aider une filière en subventionnant de temps en temps, quand il y a des baisses de rendement, et pour garder un environnement sain et puis permettre aux consommateurs de dire qu'on va plus acheter français, ou est-ce on préfère autoriser des pesticides qui risquent de mettre en danger la santé humaine et surtout qui font s'effondrer les insectes. Les insectes se sont effondrés de 90% à 75% en 30 ans. Si le consensus il est si fort que ça, en Europe, on a quand même culturellement les mêmes références. Je pense que les Allemands, ils ont tout autant envie que nous de préserver leur environnement, de préserver leurs enfants, de préserver les générations futures. Ils ont un parti écologique qui est beaucoup plus fort que nous depuis beaucoup plus longtemps. Comment est-ce qu'on explique que dans tous les autres pays européens qui ont l'équivalent de l'ANSES, tous les autres, au vu de ce soi-disant consensus scientifique, ont tous choisi d'autoriser ces produits, et nous en France, on ne le ferait pas. Donc c'est pas parce que les autres font pire au niveau de la santé et de l'environnement. Quand tout le monde le fait, on peut se dire quand même, nous, on est les seuls à penser. Alors soit la conclusion de cette loi d'urgence, c'est qu'on est vraiment suprêmement plus intelligent que tous les autres pays d'Europe, et ce sera la bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle de cette loi d'urgence, ou alors c'est qu'on est trop idéologisé, trop politisé et pas assez scientifique. On a été un modèle, la France a été un modèle pour beaucoup de choses et en avance sur beaucoup de choses, et c'est une des choses sur lesquelles elle était en avance. Alors,
Un mot justement, là-dessus, est-ce qu'on avance finalement, est-ce qu'on peut être un modèle là-dessus, ou alors maintenant le fait qu'il y a une réintroduction, c'est-à-dire qu'on s'aligne Oui, la France avait été en avance sur l'interdiction de ces substances. Si on les réautorise, on se réaligne sur ce qui est valable ailleurs dans l'Union européenne. Et en fait, ça révèle un peu le dilemme politique dans lequel la France se trouve. C'est soit on s'aligne sur le moins 10 ans, c'est-à-dire sur ce qui est fait ailleurs, et dans ce cas-là, comme je le disais, on considère que ce qui prévaut, c'est vraiment la compétitivité prix, et que charge aux agriculteurs français de s'en sortir à ce jeu de cette compétitivité prix et d'aller sortir de la betterave, de la pomme, de la noisette le moins cher possible et rivaliser avec l'Italie, avec la Roumanie, etc., alors qu'on n'a pas du tout globalement la capacité à re-rentrer complètement dans cette course à la compétitivité prix pour une partie de ces productions, pour bien d'autres raisons que les pesticides, par exemple le coût de la main-d'œuvre, etc. Ou alors on considère que la France avait raison d'être pionnière, que c'est à elle de porter politiquement au niveau européen ce débat de est-ce qu'on l'interdit ou pas les substances au niveau européen, et puis aussi de réfléchir à, pour mes agriculteurs, pour mes industries agroalimentaires concernées, quelle alternative je leur offre. Donc c'est soit de trouver des solutions compensatoires, c'est soit aussi de se dire demain c'est clair, on va faire moins de betteraves que ce qu'on fait aujourd'hui, on va peut-être perdre le titre de premier producteur de betteraves dans l'Union européenne, mais c'est pas un but en soi. Par contre, est-ce que je peux offrir des cultures alternatives aux producteurs de betteraves sur lesquels ils génèrent un revenu au moins équivalent, et qu'est-ce que je peux proposer aussi aux industries qui aujourd'hui tournent grâce à la betterave? On voit que c'est une vraie question politique, Fanny. Tatiana Giraud, ce matin, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, a présenté sa démission. Elle a justifié sa décision dans un post sur LinkedIn dans lequel elle dénonce un énième, le recul gouvernemental de trop. Finalement, démission pas acceptée, elle reste au gouvernement. Est-ce que vous diriez qu'une personnalité issue de la société civile qui défend l'écologie, des idées écologiques, a vraiment un avenir en politique ? En ce moment, on a l'impression que c'est pas le cas. Il y a plusieurs ministres de l'écologie qui ont démissionné. Clairement, ils n'ont pas une voix qui porte. Dans le protocole, ils ont été rétrogradés plusieurs fois. Le contour de leur ministère a été raboté plusieurs fois. Clairement, ils n'ont pas une voix qui porte suffisamment. Et c'est vrai qu'on voit, il y a des reculs environnementaux depuis quelques années absolument effroyables, que ce soit sur la protection des zones humides, la protection des espèces en général, sur les pesticides. Je voudrais quand même, parce que c'est vrai que ça nous a rappelé quelque chose tout de même, cette démission qui n'a pas été acceptée. Et au début de la présidence d'Emmanuel Macron, il y en a eu une autre. C'est notre archive du jour qui nous ramène en août 2018. Ce jour-là apparaît au grand jour les tensions au sein du gouvernement entre promesses écologiques et maintien du modèle agricole. Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique, va refuser de s'aligner et va démissionner en direct. C'est une séquence réalisée sans filet. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux là ? Oui, je suis sérieux. Nicolas Hulot a les larmes aux yeux. C'est sans doute la succession de nombreux revers, dont le dernier s'est déroulé hier. Une réunion à l'Élysée avec les représentants des chasseurs. J'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. La présence des lobbies, le lobby agricole, François Vallerette, est-il encore à la manœuvre dans cette réintroduction des pesticides dans la loi agricole ? Mais non, mais là, on a des grands acteurs. Si chaque ministre de l'Agriculture avait démissionné ou fait un cinéma pareil à chaque fois qu'il y avait un recul pour l'agriculture, on aurait changé de ministre toutes les semaines. Souvent, il gagne quand même. Oui, non, mais pas toujours. 2016, interdiction des néonicotinoïdes, clairement, ils ont perdu. Ils n'ont pas fait un cinéma pareil. Là, on est dans le théâtre, clairement. En attendant, cette loi agricole a généré une ambiance électrique à l'Assemblée nationale juste avant le vote, c'est lundi soir. La gauche dénonce un déni de démocratie et même dans le camp présidentiel, certains vont regretter le manque de débat. C'est le cas de la présidente de l'Assemblée nationale elle-même, Yaël Braun-Pivet. Je vous propose de la regarder. Je suis toujours extrêmement gênée que des dispositions telles que celle-ci, dont on sait à quel point elles heurtent nos concitoyens, et en témoignent les 2 millions de signataires de la pétition sur la loi du plomb l'année dernière, ne puissent pas être débattues par l'Assemblée nationale. Vous savez, dans une démocratie, il ne faut jamais avoir peur du vote. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un déni de démocratie, Aurélie Catalo, ou bien est-ce que c'est une instrumentalisation politique ?
La loi agricole, dans son ensemble, c'était un texte très hétéroclite et je ne doute pas qu'il y ait des dispositions pour lesquelles il y ait une majorité plutôt favorable. Je pense aux dispositions qui étaient relatives, par exemple, à la sécurisation du revenu agricole. En revanche, sur le sujet des 2 pesticides dont on parle là, quand même nos concitoyens, ils avaient eu l'occasion déjà d'exprimer leur opposition. Le principe d'une démocratie... Lors de la loi Duplon, notamment l'été dernier, 2 millions de signataires. Exactement. Le principe d'une démocratie, c'est normalement le pouvoir par le peuple et... Le législateur, il est censé représenter l'opinion de nos concitoyens. Là, le législateur a dit « Je pense que nos concitoyens se trompent, n'ont pas raison. Je sais mieux que eux ce qui est en faveur de l'intérêt agricole. Et donc, je prends une décision qui est, sur le taux de vraisemblance, non conforme à l'opinion publique. » Ça, déjà, ça n'est plus vraiment une démocratie. C'est ce qu'on appellerait soit une aristocratie un peu éclairée, au sens des Grecs anciens, ou éventuellement une technocratie, mais c'est plus exactement une démocratie. Et en plus, cette décision, elle n'est pas complètement assumée. On voit bien qu'elle a fait débat politiquement, et donc le politique, pour ne pas avoir à endosser 100% de la responsabilité de cette décision, renvoie la décision à l'ANSES, et donc là, vraiment, je pense que ça endosse un peu ce principe de technocratie, où une décision qui est de nature politique n'est plus assumée par le politique. Oui, alors justement, à propos de l'ANSES, Tatiana Giraud, l'Agence de sécurité sanitaire va avoir 2 mois donc pour se prononcer sur la dangerosité du produit. Les opposants disent que ce n'est pas suffisant pour analyser vraiment le produit, et pourtant, des études, vous en avez cité tout à l'heure, on en a depuis des années. Donc pourquoi finalement, aujourd'hui, on le connaît exactement ce qui se passe. Pourquoi il nous faut autant de temps encore pour connaître la dangerosité de ce produit? Donc le problème, il y a plusieurs problèmes. Le problème de l'ANSES, c'est que donc il y a eu un décret qui a fait qu'il a mis sous tutelle du ministère de l'Agriculture, donc elle est plus complètement indépendante. Il y a le problème que les études qui sont faites sur la toxicité des insectes, donc on a des études qui sont faites, mais quand un produit doit être homologué, en général c'est les industriels qui produisent ces molécules qui font les tests et qui les présentent, donc déjà c'est un problème. Ils le font sur des tests de toxicité aiguë, donc en mettant des très grosses doses, mais en regardant pas tout le long de la vie des insectes. Ils n'évaluent pas l'effet cocktail, alors qu'on sait que la combinaison de plein de pesticides, c'est plus toxique qu'un seul pesticide. Ils le font que sur l'abeille domestique et pas sur les abeilles sauvages, etc. Donc dans les textes qui existent actuellement, il y a plein de problèmes. Et donc, comme je disais, l'État a été condamné et devait présenter un texte cette année pour produire des tests qui étaient des vrais tests qui prennent en compte la science, et n'a pas produit un texte à la hauteur. Donc il n'y a pas actuellement d'études qui sont à la hauteur de l'évaluation de la toxicité environnementale, malheureusement. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on va continuer. Ceci étant, la directrice voulait 6 mois, un amendement a été proposé, il a été refusé. La directrice de l'ANSES. Mais si elle est un peu clairvoyante, elle sait qu'elle va être consultée, donc elle peut dès maintenant lancer ses équipes pour commencer à faire des études là-dessus. Vraiment, le problème, c'est que l'ANSES a été mis sous tutelle. Voilà, qui dépend en effet du ministère de l'Agriculture, il faut le dire aussi, l'ANSES. Merci en tout cas à vous 3 d'être venus débattre ce soir de ce sujet dont nous allons sûrement reparler ces prochains jours. Merci à vous.